Bonsoir. Votre émission Point sur I est de retour et parle ce soir d'un sujet qui mobilise la communauté internationale. Le trafic illicite des espèces de faune et de flore est le thème de ce numéro. Le Togo n'est pas épargné. Les autorités du pays se sont engagées contre ce fléau, mais la bataille est encore loin d'être gagnée. Les organisations de la société civile sont à l'avant-garde de cette lutte et continuent de tirer la sonnette d'alarme. Pour en parler, nous recevons comme invité Fabrice Kodjo-Ebe, juriste de l'environnement et directeur exécutif de l'Alliance nationale des consommateurs et de l'environnement. Monsieur le directeur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est nous qui vous remercions. Alors, parlons d'abord du trafic illicite des espèces de faune. Comment se traduit-il ce trafic dans les faits? Disons que lorsqu'on parle du trafic illicite des espèces de faune et de flore, ça englobe beaucoup de choses. D'abord, le trafic d'ivoire. Et vous savez que le trafic d'ivoire est le troisième plus grand trafic, après celui de la drogue et des armes, et représente près de 72 tonnes par an, soit ce qui équivaut à une valeur de 62 millions de dollars par an, soit 7 000 éléphants qui sont tués chaque année en Afrique. Donc, à part le trafic de l'ivoire, il y a aussi le trafic de la corne de rhinocéros. Vous savez que les cornes de rhinocéros sont très prisées et les gens tuent les rhinocéros tout juste pour enlever leurs cornes. Et 1 kg de corne de rhinocéros coûte environ 30 000 dollars. 30 000 dollars, si vous voyez en CFA, ça fait 15 millions de francs CFA. Donc, un seul kilogramme de corne de rhinocéros coûte 15 millions de dollars de francs CFA. En dehors de ça, il y a aussi le trafic d'autres animaux emblématiques. Oui, d'abord, en parlant de ces pachydermes, donc vous venez d'évoquer, à quoi servent leurs défenses qui font l'objet de trafic? Oui, l'ivoire par exemple est très prisé pour les bijoux, les ornements et puis la sculpture, les sculptures religieuses. L'ensemble des sculptures religieuses que vous voyez, c'est fait à base d'ivoire. Et vous voyez les objets de luxe. Vous rentrez dans les grands salons des grands messieurs, vous allez voir des objets qui brillent et tout est fabriqué à base d'ivoire. Donc, et il en est également aussi des cornes de rhinocéros qui servent dans les objets de décoration et dans les objets de luxe. Voilà pourquoi, par exemple, 1 kilo va coûter, par exemple, 15 millions. Et si vous voyez également, en dehors comme je l'ai dit, de l'ivoire et des cornes de rhinocéros, il y a aussi certains animaux emblématiques, comme les éléphants, les tigres, les guépards. On les tue tout juste pour enlever les peaux, parce que leur peau coûte excessivement cher. 1 kg par exemple de peau de tigre ou de guépard ou de lion coûte 20 millions de dollars, 20 000 dollars. 20 000 dollars, ça fait à peu près 10 millions de francs CFA, 1 kg. Donc, et souvent, les peaux de ces animaux-là servent à des objets décoratifs aussi. Et puis, les tapis de mur et de sol, quand vous voyez des tapis très luxueux dans des grands salons, vous allez voir que c'est fait à base de peau de tigre ou de lion, ou de panthère, ou de guépard. Et donc les gens aiment ces objets de luxe et qui coûtent excessivement cher. Et si vous voyez par exemple, on estime à environ 7 000 éléphants qui sont tués chaque année dans le monde. Et au Togo, les saisies uniquement au Togo l'année passée représentent 12 500 kg. Et les 12 500 kg représentent environ 3 000 éléphants qui ont été tués. Oui, justement, vous avez parlé de l'échelle internationale. Au Togo, nous n'avons pas une population d'éléphants assez considérable. La faune est vidée de sa population. Comment se traduit ce trafic au Togo? Oui, c'est vrai que le trafic existe encore au Togo parce que c'est vrai que récemment, en collaboration avec les autorités togolaises et le ministère de la Sécurité, on a arrêté des trafiquants d'ivoire qui avaient 3 points d'ivoire. Et les 3 points d'ivoire là ont été tués dans le parc de Mafakassa, qui est le parc national de Mafakassa, qui est au nord du Togo, entre Sotoboua, Sokodé et Bassa. Donc il y a encore les trafiquants qui essayent aussi de faire le braconnage dans nos parcs. C'est vrai que le Togo n'a pas une grande population d'éléphants. La population d'éléphants aujourd'hui se tournerait autour de 200 à
entre 115 à 200 éléphants, têtes d'éléphants qu'on a au Togo. Dans les réserves protégées ou dans les réserves, dans le parc, notamment dans le parc national de Mafakassa. C'est le seul endroit où nous avons encore les éléphants au niveau du Togo. Donc ça veut dire que le trafic, il est là au plan international avec beaucoup d'ampleur, mais aussi au plan national, si rien n'est fait, on risque de massacrer le reste d'éléphants que nous avons dans nos parcs en raison du fait que les objets en question sont très prisés. Mais qui sont ces trafiquants? Il s'agit-il de réseaux organisés? Et comment cela se passe-t-il? Oui, justement, voilà pourquoi la lutte devient rude, parce qu'au fait, nous avons en face des réseaux puissants. C'est des réseaux criminels. Donc, au fait, la lutte contre, ou bien la protection des éléphants ne vise pas les braconniers qui tuent un éléphant en passant. C'est vrai que les éléphants sont protégés et on ne doit pas les tuer totalement. C'est interdit par la législation. Mais c'est ici des réseaux criminels. C'est des réseaux criminels qui aussi sont dans la drogue, dans le trafic de drogue et dans les armes. Si vous prenez par exemple au Soudan, par exemple, la guerre a été alimentée également aussi en massacrant les populations d'éléphants. Parce que le Soudan a une grande population d'éléphants qui sont massacrés et cela a permis d'alimenter la guerre. Si vous voyez le Boko Haram au Nigeria, de temps à autre, ils rentrent au Cameroun pour tuer, parce que le Cameroun a une grande population d'éléphants qu'on estime aujourd'hui entre 1000 à 2000 éléphants, à 5000 éléphants, pardon. Donc on rentre dans les parcs et on massacre les éléphants pour enlever les ivoires afin d'avoir l'argent pour poursuivre la guerre. Donc il y a un lien direct entre, n'est-ce pas, le trafic d'ivoire et la criminalité. Voilà pourquoi ça devient un problème de sécurité nationale et que les États doivent donc prendre les mesures afin de combattre ce grand fléau. Oui, et justement, des mesures sont prises dans chaque pays. Nous avons au Togo un renforcement de la sécurité. Nous parlons des forestiers qui travaillent et ces mesures ne sont pas encore suffisantes? Non, disons que nous allons peut-être y revenir. Nous allons parler de la réglementation, si vous voulez, parce que au Togo, il y a la loi 4 sur l'environnement de mai 2008 et puis le code forestier de juin 2008 qui ont des dispositions en vue de protéger les éléphants. Et au Togo, par exemple, la détention, la possession, la vente, l'importation ou l'exportation de l'ivoire est totalement interdite. Mais ce que nous constatons dans les pays, dans la plupart des pays, c'est qu'il y a une réglementation qui est là, qui n'est pas d'abord très stricte, parce que la réglementation vise, si vous prenez par exemple le Togo, la réglementation vise plus le braconnage que le crime. Parce que vous savez que c'est un crime, le fait de massacrer 7000 éléphants, qu'on massacre dans des forêts. Aujourd'hui, la population d'éléphants est en train de disparaître en Afrique, donc il s'agit d'un crime. Mais ce qui est pénalisé, ce qui est incriminé dans nos lois, c'est le braconnage. Ou par exemple, on va donner 1 mois à 1 an à quelqu'un d'emprisonnement avec peut-être une amende maximum de 2 millions. Alors que, supposons par exemple au Togo, on a saisi 12,5 tonnes d'ivoire qui représente environ 7 milliards 500 millions de francs CFA. Supposons que ce commerce-là, c'était une seule personne qui détenait une quantité d'ivoire. La peine maximum... Entre l'amende qu'on lui inflige... La peine maximum, c'est 1 mois à 2 ans d'emprisonnement. Et l'amende, c'est 2 millions. Donc la personne aurait pu gagner 7 milliards 500 millions de francs CFA, mais... 2 millions sont insuffisants. Voilà, c'est insuffisant. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut réviser la réglementation afin de transformer les infractions en crimes. Ensuite, deuxième volet, c'est le fait qu'il y a défaut d'application de la loi. Oui, au niveau du cadre juridique, vous ne le trouvez pas adapté? Non. Je vais être franc avec vous en tant que juriste de l'environnement, que le code forestier et la loi 4 sur l'environnement, d'abord, n'ont pas de tests d'application. Et ensuite, lorsque nous sommes en matière de criminalité faunique, les peines prévues sont trop faibles par rapport à l'ampleur du problème.
Donc aujourd'hui, il y a nécessité d'une refonte de la réglementation pour vraiment durcir la réglementation afin qu'elle soit vraiment une réglementation très dissuasive. Alors vous plaidez seulement pour le durcissement de la peine. Est-ce que ce sont les seules lacunes que vous y voyez? Non, disons que dans l'ensemble, nous travaillons en réseau. ANC Togo travaille avec un réseau qu'on appelle Eagle Network. Et ce que nous faisons, comme nous sommes en train de le faire, c'est d'informer les autorités sur l'existence du trafic, sur son ampleur. Ensuite, sur la nécessité de prendre une réglementation appropriée. Et nous avons l'expertise dans le réseau pour accompagner les gouvernements, pour prendre des réglementations propices, mais également nous faisons le partage d'informations. Oui, sur ce plateau exactement, quelles sont les lacunes que vous avez décelées dans le cadre juridique? Donc, dans le cadre juridique, si vous voyez, j'ai fait un tableau avec moi ici, où on capitalise par exemple la peine et on voit quelles sont les infractions qui sont prévues. Et si vous faites l'ensemble sur le code, en ce qui concerne la faune ou la flore, on va revenir sur l'aspect bois après. Mais si vous prenez par exemple la faune, vous allez voir que les infractions qui sont incriminées sont tellement faibles. Donc on ne peut pas protéger, on ne peut pas réellement protéger ces espèces avec la réglementation que nous avons actuellement. Donc il va falloir vraiment faire une refonte de la réglementation afin de la durcir pour la mettre au niveau international et la conformer à CITES. CITES, c'est la Convention internationale sur le commerce des espèces menacées d'extinction que le Togo a ratifié. Je pense qu'il va falloir faire un travail de refonte de la réglementation afin qu'elle soit une réglementation beaucoup plus moderne. Et en définitive, le degré d'application de ces textes est vraiment faible, selon vous? Oui. Si nous prenons, donc le premier lacune, ce n'est pas uniquement au Togo, parce que comme je vous ai dit, on travaille en réseau. On travaille dans au moins 8 pays, le Togo, le Bénin, le Cameroun, le Gabon, le Centrafrique, la Guinée-Bissau. Donc on travaille dans beaucoup de pays en réseau. Donc le problème qui se pose également au niveau des pays, c'est l'application des tests. Généralement, il y a des tests qui sont là, mais les gens n'appliquent pas. Les gens rentrent aujourd'hui encore dans le parc national et tuent les éléphants. Les éléphants sont protégés, on ne peut pas les tuer. Il y a des gens qui rentrent dans les parcs, dans le parc par exemple, qui tuent les pangolins. Et nous avons eu des gens, des braconniers qui sont allés dans les pays voisins, au Bénin, au Nigeria, qui ont tué récemment des éléphants, avec des têtes d'éléphants sur un plateau. Vous voyez, les éléphants sont des espèces rares. Nos enfants ne verront plus. Si on ne fait rien, par exemple, au Togo, dans 15 ans, nos enfants ne connaîtront plus les éléphants, ils vont connaître seulement les éléphants dans les livres. Ou bien il faut aller très loin dans un pays pour payer cher pour voir un éléphant. Et les lions, par exemple, il n'y en a plus au Togo. Il n'y a plus de lions, de panthères, de guépards, il n'y en a plus. Donc, nos enfants, pour voir ces espèces, doivent se déplacer pour aller loin dans les parcs, en Europe ou bien en Afrique du Sud pour pouvoir les voir. Et la protection des espèces de faune et de flore est des atouts économiques importants. Vous voyez, en Afrique du Sud, par exemple, certains pays se sont développés en raison du tourisme. Donc, il y a les parcs avec des éléphants et toutes les espèces. Au Togo, M. Ebé, pour pallier ce problème, nous avons une réserve au niveau de Sarakawa. C'est peut-être à saluer à votre niveau. Oui, il faut saluer cette réserve, tout comme la réserve de Malfakassa, ou tout comme le parc national de Malfakassa. Il y avait le parc de Loti, Kéran, qui était un parc qui contenait beaucoup d'éléphants. Avant, pour quitter le Togo, les années 80-85, pour aller au nord, votre véhicule peut faire 1 heure parce qu'il y a une population importante d'éléphants qui traversaient la route. Vous devez attendre que les éléphants passent d'abord. Tous ces éléphants sont allés où? Ont été massacrés. Et certainement aussi à cause de la destruction de leurs habitats. Parce qu'avec les feux de brousse, etc., les éléphants ont dû fuir pour aller dans les pays voisins, comme au Bénin. Parce qu'aujourd'hui, il y a encore une grande quantité d'éléphants dans le parc au nord de Pendjari, au nord du Bénin, où il y a encore une grande... Je pense que les États doivent considérer les parcs nationaux, le développement des parcs nationaux comme des facteurs de développement économique importants. Et dans l'Afrique de l'Ouest, nous n'avons pas vraiment réussi à en faire des outils de développement économique, comme par exemple au Zimbabwe, comme en Afrique du Sud,
au Kenya, où ces parcs-là génèrent beaucoup de ressources, parce que dans les villes où il y a ces parcs, il y a le développement touristique, il y a beaucoup d'emplois dans la localité, ce qui fait que ça génère beaucoup de ressources, parce que des milliers de touristes visitent ces parcs-là chaque année. Est-ce qu'on ne peut pas y voir d'autres facteurs liés par exemple au climat, qui n'est pas de la volonté humaine? Non, disons que climat, oui, mais je pense que c'est la destruction des habitats, parce que les éléphants et la plupart des espèces ont des habitats spécifiques, vivent dans des écosystèmes spécifiques. Et tant que ces écosystèmes n'existent plus, ces espèces-là vont chercher ailleurs, où ils vont trouver de ces écosystèmes. Et avec les années 90, par exemple, avec les feux de brousse qui sont généralisés, toutes les espèces ont perdu leurs habitats et donc ont dû se réfugier dans d'autres pays où, n'est-ce pas, ils retrouvent les habitats appropriés. Alors comment faire pour faire en sorte que les populations s'approprient cette nécessité de protéger ces environnements? Bon, disons que vous savez, nous sommes des ONG. L'État fait ce qu'il peut pour conserver ces parcs, mais moi je trouve des lacunes. Je vais être franc, je trouve des lacunes dans les programmes du ministère de l'Environnement et dans les lacunes dans les programmes de gestion des aires protégées. Parce qu'en réalité, les aires protégées doivent être gérées de manière participative avec les populations. Et là où on avait échoué au niveau du Togo, c'est quand avant 90, on avait un régime, on avait plutôt mis en place un système militarisé, où quelqu'un qui tue par exemple un agouti doit faire l'emprisonnement, 2 ans, 3 ans d'emprisonnement, etc., sans travailler avec les populations à base, pour que les populations comprennent l'essentiel, le bien fondé de la protection des parcs. Comment ce travail aurait dû être fait? Oui, ce qui aurait dû être fait, et je pense qu'on peut encore faire aujourd'hui, c'est de travailler avec les communautés là où il y a les parcs nationaux. Il va falloir que la gestion de ces parcs-là soit gérée par les communautés elles-mêmes. Et vous voyez, dans les pays où on a les parcs nationaux, il y a des experts qui viennent en appoint à une gestion participative et locale. Ça veut dire que les communautés sont formées et les communautés prennent ces parcs comme leurs parcs parce que c'est des outils de développement. Et les communautés elles-mêmes sont à la défense, sont celles-là qui surveillent les parcs, qui sensibilisent leurs voisins sur la nécessité de ne pas toucher. Vous allez voir que les populations elles-mêmes ne vont pas rentrer pour tuer, parce qu'elles savent que ce parc-là va nous permettre d'avoir des puits, va nous permettre d'avoir des hôtels, va nous permettre d'avoir les écoles, etc. Et donc, vont aussi collaborer avec les autorités pour s'assurer qu'il n'y a pas des braconniers étrangers qui vont venir. Mais tant qu'on aura un système, où c'est l'État qui gère, et les communautés ne se sentent pas impliquées, on ne pourra jamais protéger nos parcs nationaux. Monsieur Ebé, trouvez-vous ce travail facile dans la mesure où, dans ces hameaux les plus reculés, on ne vit que de chasse? Non, ne dites pas ça. Les populations, nous sommes des ONG. Quand vous travaillez avec les populations, les populations changent de comportement lorsqu'elles comprennent le bien fondé. La chasse, c'est important, mais il va falloir en faire des outils de développement économique. Et maintenant, nous avons des parcs nationaux où on ne fait pas la promotion du tourisme. Donc, on n'organise aucune industrie touristique derrière. Les gens ne viennent pas visiter. Il n'y a pas d'argent qui rentre. Et dans la plupart des modes de gestion des parcs nationaux, il y a les ristournes qui doivent retourner aux communautés. Donc, tout ça, on n'a pas ces instruments de gestion. Donc, quand il n'y a pas ces instruments et qu'il n'y a pas des atouts, des avantages que les communautés ont, les communautés vont toujours vouloir peut-être tuer un rat ou l'agouti dedans. Mais lorsque vous êtes sûr que non, nous gérons durablement nos parcs et nous avons des ristournes qui viennent pour le village et les villageois sentent l'impact de la gestion du parc sur leur vie quotidienne. On vient nous construire une école, on dit que c'est les ristournes du parc, on vient vous faire des routes, on vous dit, on vous met l'électricité, c'est grâce. Vous n'allez pas rentrer pour tuer l'agouti parce que vous voyez cela faible par rapport aux avantages que vous gagnez. Donc je pense qu'on n'a pas su développer l'industrie touristique et mettre en place des modes de gestion appropriés tels que cela se fait sur le plan international autour de nos parcs. On a fait seulement une conservation, on ne tue pas,
On ne fait pas la promotion, on ne promeut pas le tourisme, et puis les populations à la base n'ont rien. Et vous pensez qu'on n'a pas su développer bien cette industrie touristique? Non. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a espoir de se rattraper? Oui, à quelles conditions? On peut se rattraper à condition de faire des plans. Il y a trop de plans de quoi? Mais des plans dont les contenus, les plans dont les contenus, on ne voit rien de concret qui va changer l'impact des parcs. Et comme je vous dis, moi je suis une ONG, je pense que ce que nous on souhaiterait, ce qui est vraiment une assise avec les populations à la base autour des parcs, pour discuter franchement et montrer aux populations quelle est l'importance de ces parcs et quels doivent être les avantages qui peuvent tirer. Ensuite, il faut développer une industrie touristique derrière les parcs nationaux. Envoyer beaucoup de touristes qui vont travailler et développer les infrastructures hôtelières, routières autour des parcs et employer les communautés à la base comme étant les agents de guides touristiques, les agents forestiers qui vont y travailler pour que les communautés à la base aient des avantages et cela va contribuer effectivement, n'est-ce pas, à une gestion durable de nos parcs. Je pense qu'il faut aussi des programmes de repeuplement des populations, par exemple des éléphants. Il est possible qu'on fasse encore des programmes spécifiques pour repeupler, en améliorant les habitats qu'il faut, parce que si on évite les feux de brousse, on travaille avec les chercheurs de l'université pour repeupler les habitats, parce que c'est des espèces migratoires. Les populations vont peu à peu se repeupler et ensuite on aura une population dense et pour développer le tourisme autour de nos parcs. Précisément sur le trafic illicite, les trafiquants tentent de faire de notre pays une plaque tournante de leur activité et en janvier 2014, près de 4 tonnes d'ivoire ont été saisies au port autonome de Lomé. Mais pourquoi a-t-on l'impression que malgré toutes ces mesures qui sont prises, le phénomène a toujours son cours? Oui, c'est vrai que pendant longtemps, les trafiquants ont travaillé dans l'obscurité parce que le problème n'était pas connu. Donc les autorités, au fait, ils abusaient de l'ignorance des autorités par rapport au fait que l'espèce était protégée et que ce commerce était interdit. Mais nous avions beaucoup travaillé avec les communautés, avec les autorités, notamment le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières. Nous avons travaillé avec le ministère de la Sécurité et la Justice pour informer sur le fait que c'est des espèces qui sont protégées et que nous devons vraiment travailler pour pratiquer des saisies. Parce que si vous lisez beaucoup de rapports de 2010 à 2014, le Togo était vraiment cité comme un pays où rien n'était fait. Donc, la sensibilisation et le fait qu'on a approché les autorités et on a travaillé avec eux dans le cadre du réseau pour voir quelle forme de partenariat et de collaboration pouvait exister entre le gouvernement et la société civile, je pense que ça a payé beaucoup. Et nous voulons aussi féliciter vraiment les autorités togolaises parce qu'au total, c'est 12,5 tonnes. Ça fait 12 500 kg d'ivoire qui ont été saisis. C'est vrai que les ivoires ont été saisis en Malaisie et retournés au Togo, mais au plan local, il y a eu vraiment un grand travail qui a été fait par l'Office notamment, l'Office de répression, n'est-ce pas, de la drogue et du blanchiment qui est basé au ministère de la Sécurité et que nous félicitons, qui ont beaucoup travaillé maintenant. Et il y a un scanner. Le gouvernement a pris l'ampleur de la chose. Il y a un scanner au port et tous les conteneurs qui passent sont scannés. Mais d'où proviennent ces tonnes d'ivoire? C'est vrai que le Togo, comme je venais de le dire, n'est pas un grand pays à population d'éléphants. Et les ivoires saisis, il y a eu certains ivoires saisis au Togo. On a fait les études d'ADN aux États-Unis. Donc, le gouvernement américain avait accepté d'appuyer le Togo pour faire, n'est-ce pas, l'étude d'ADN aux États-Unis. Et on a remarqué que ces ivoires-là venaient du Cameroun. Le plus souvent, les ivoires qui sont saisis au Togo viennent soit du Cameroun, du Gabon ou de la Centrafrique. Voilà, qui sont des grands pays aussi à population d'éléphants et qui sont aujourd'hui sérieusement massacrés. Et elles ont quelle destination ces tonnes d'ivoire? Voilà, les tonnes d'ivoire, le plus souvent, il y a un déplacement de la population d'ivoire, les peaux de tigres, de lions, etc., de ces objets-là, issus de la criminalité phonique. Leur destination, c'est l'Asie orientale.
Hong Kong, Chine, où on a pu développer de grandes industries qui utilisent, n'est-ce pas, ces ivoires et qui les exportent dans beaucoup de pays. Donc une quantité importante, autour de 40%, n'est-ce pas, autour de 40% de ces objets-là, leur destination, c'est l'Asie. Ensuite, nous avons aussi l'Europe et puis les États-Unis. Et ces trafiquants sont des Asiatiques? Oui, c'est vrai que beaucoup d'Asiatiques sont de gros trafiquants. Au plan international, nous avons une base de données des trafiquants. Et lorsque vous voyez les plus gros réseaux qui emploient, parce que nous avons un monsieur en Chine qui est un grand trafiquant, qui a des réseaux dans tout le monde entier. Donc la plupart du temps, c'est lui qui alimente le réseau, c'est lui qui commande. Donc ça arrive chez lui et après lui revend, n'est-ce pas, aux industriels. Donc il y a de gros trafiquants qui sont, n'est-ce pas, les Asiatiques. Mais aussi en Afrique, nous avons des pays maintenant qui sont impliqués, comme les Guinéens, d'après les arrestations, dans les pays du réseau, dans les pays où le réseau travaille. Il y a beaucoup de Guinéens qui sont là, des Camerounais qui sont aussi dedans, et aujourd'hui aussi des Togolais. Il y a eu beaucoup de Togolais qui ont été emprisonnés. Je crois que dans le cadre du partenariat avec le ministère, les autorités togolaises, il y a environ 25 à 30 personnes qui ont été emprisonnées au niveau du Togo. Avec des étrangers, nous avons eu des gens des Vietnamiens aussi qui ont été emprisonnés. Alors vous, les organisations de la société civile, vous criez parfois à la complicité passive de ceux qui auraient dû faire appliquer la loi. Peut-être vous y voyez aussi une complicité active? C'est vrai que dans beaucoup de pays où on travaille, c'est vraiment difficile. Parfois, c'est les autorités qui sont censées de protéger, qui sont derrière, qui travaillent avec les criminels pour donner des faux permis de transport ou bien de détention de ces objets. Ou bien parfois dans des parcs, les gens s'entendent avec les forestiers pour massacrer les éléphants, toujours avec l'ivoire, et donc contre ristourne. Donc ces cas sont vraiment connus, mais disons qu'en matière d'ivoire, étant donné que le Togo n'est pas un grand pays d'éléphants, on n'en connaît pas trop. Lors du sommet États-Unis-Afrique, le chef de l'État Faure Gnassingbé a réaffirmé la détermination de son pays à lutter contre le trafic de ces espèces protégées. Comment vous, organisation de la société civile, vous appréciez cet engagement au plus haut niveau de l'État? Nous disons que nous sommes très, très contents que notre chef de l'État soit le leader aujourd'hui. Ce n'est pas seulement qu'il a pris l'engagement, mais avec les États-Unis, le Togo est considéré comme le leader en matière de lutte contre le trafic, n'est-ce pas, d'ivoire. En matière de lutte contre le trafic d'ivoire, le Togo a montré vraiment son engagement ferme avec le ministère de la Sécurité et avec des milliers plus de 12,5 tonnes d'ivoire saisies au niveau du Togo. Donc nous remercions le chef de l'État pour cet engagement. Et puis je crois que le Togo, il y a des opportunités que le Togo se positionne comme le pays leader en Afrique et que le Togo ait des budgets qui permettent de donner l'expertise aux autres États. Je pense que si vous voyez le sommet UE-Afrique qui avait des budgets à donner, il va falloir que chaque pays se positionne par rapport pour voir compte tenu de ses compétences. Et je pense que ça là, le Togo peut bien se positionner pour avoir des programmes et partager ses expériences avec les pays voisins, ce qui a abouti, n'est-ce pas, à l'arrestation, au succès de cette lutte-là contre le trafic d'ivoire. Mais nous avons encore, c'est vrai que nous avons encore beaucoup de chemin à faire, parce que l'ivoire qu'on a saisi, c'est bon, mais il y a beaucoup d'ivoire qui ne rentrent pas les frontières. Si vous voyez les frontières terrestres, d'après nos enquêtes, il y a la frontière de 50C, les frontières avec le Bénin, les frontières terrestres, il n'y a pas de scanner là-bas. Donc certainement des tonnes d'ivoire circulent entre le Togo et les autres pays. Donc il va falloir que des programmes spécifiques, des renforcements des capacités, des agents douaniers, policiers au niveau de ces postes frontaliers, afin de pouvoir faire les saisies qu'il faut. Vous pensez qu'il y a encore du chemin à faire? On a aussi l'impression, hein, et sinon c'est une réalité, c'est un travail en synergie qui doit être fait. Quelle est votre partition que vous jouez en tant qu'ONG?
disons que nous, en tant qu'ONG, comme je dis, c'est d'abord sensibiliser, ce que nous avons beaucoup fait avec les autorités togolaises. Ensuite, nous travaillons avec le ministère de la Sécurité dans la réalisation de certaines opérations d'arrestation. Ça, c'est des moyens policiers qu'on utilise parce que nous avons des équipes spécialisées. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Non, vous donnez des informations? Je ne peux pas vous dévoiler notre stratégie en ligne, mais disons que nous travaillons avec le ministère de la Sécurité pour arrêter les criminels. Nous avons des équipes d'investigation sur le terrain. Nous partageons les informations. Nous sommes en réseau, nous connaissons les trafiquants. Nous mettons les informations entre les mains des autorités togolaises. Nous travaillons avec l'ambassade des États-Unis qui nous appuie. Voilà pourquoi, avec eux, le Togo a pu analyser les ADN des ivoires saisis pour voir quelle est leur provenance. Donc nous travaillons dans le renforcement des capacités. Nous avons fait un atelier de formation aux juristes et aux acteurs, les douaniers, les forestiers, donc afin qu'ils maîtrisent l'arsenal juridique autour du problème. Et ensuite, nous travaillons avec le ministère de la Justice. Lorsqu'il y a un cas d'arrestation, nous préparons les analyses juridiques. Nous préparons les tests applicables. Quel est le problème? On évalue les dommages. On travaille avec les avocats de l'État qui défendent les problèmes pour que le contenu soit bon. Et après, lorsqu'il y a condamnation, nous faisons le suivi. Le suivi, c'est quoi? On va voir si vraiment les prisonniers font la détention de leur peine, sont détenus jusqu'à la fin de leur peine. Donc nous faisons des visites de prison pour s'assurer qu'ils sont toujours là. Et quand il y a un problème, nous saisissons le procureur de la République, que je remercie beaucoup aussi, parce qu'il a beaucoup collaboré avec nous. Et même que le ministre de l'Environnement et le ministre de la Sécurité, qui sont très disponibles. Et merci au colonel Kondi, je crois, qui est de l'Office de répression, et avec qui nous travaillons, et le lieutenant, oui. Et je pense que c'est cette collaboration entre la société civile et l'État qui a entraîné, qui a amené au succès dont on parle. Et malgré ce travail que vous abattez, hein, le phénomène a toujours cours. Vous ne voyez pas qu'il faut aussi, à votre niveau, revoir des stratégies? Non, disons que ça évolue. Si vous voyez l'ampleur du problème et là où nous sommes aujourd'hui, on était dans une liste noire où le Togo était vraiment la plaque tournante. Aujourd'hui, le Togo est devenu le modèle. Si vous prenez CITES, le Togo a même mis un prix en matière de sécurité environnementale où les Nations Unies ont donné le prix à l'État pour le féliciter par rapport à l'engagement et au succès de la lutte contre la criminalité phonique. Je pense que ça, c'est déjà des éléments intéressants. Ensuite, si vous n'avez pas oublié, le secrétaire d'État américain a félicité le Togo pour sa lutte engagée contre l'ivoire et contre les indiscrétions. Il y a eu même, parce que nous travaillons avec l'ambassade des États-Unis, il y a eu des appels vidéo entre le secrétaire d'État américain et le chef de l'État pour le féliciter personnellement par rapport à cet engagement. Je pense que si vous voyez tout ça, ça prouve que la lutte porte des fruits et que le Togo est sur la bonne voie. Quand on parle de ce trafic illicite, c'est une question de somme colossale. À quoi, selon vous, servent ces sous? Non, c'est pour alimenter les réseaux criminels. Parce que comme je vous ai dit, si vous voyez les 12,5 tonnes, ça coûte 7 milliards 500 millions de francs CFA d'ivoire qui ont été saisis au niveau du Togo. Donc c'est des sommes colossales. Et ça alimente les réseaux criminels. Parce que ces mêmes gens prennent l'argent de la drogue et contre l'argent des ivoires, par exemple, est utilisé encore pour alimenter les réseaux de vente de la drogue, ou bien c'est pour acheter les armes, parce que vous voyez, ces gens-là, les criminels ont besoin de l'insécurité pour développer leur commerce. Si vous voyez, par exemple, si un parc est bien protégé, on ne peut pas tuer les éléphants. Donc ils ont besoin qu'on tire là-bas, qu'on effraie les gens de temps à autre, etc., qui a l'insécurité. Et le Boko Haram, comme je vous ai dit, c'est officiellement prouvé que Boko Haram tue, finance, supporte le massacre des éléphants. Et cette somme-là est utilisée pour l'achat des armes, pour pouvoir continuer leur opération criminelle. Alors le trafic illicite des espèces de faune fait penser
Un autre trafic aussi illicite, vous en parliez, c'est celui qui concerne les espèces de flore. À ce niveau, vous y voyez aussi des défis à relever? Disons que c'est là où le Togo a encore beaucoup de chemin à faire. Je vais être franc, parce que comme je vous ai dit, nous, on est des ONG et nous défendons l'idéal. En matière de, spécifiquement, prenons le bois. Le trafic du bois a sérieusement pris de l'ampleur au Togo. Et cela est alimenté avec la corruption très développée dans le secteur. Et je pense que... Comment cela se passe-t-il? Oui, mais bon, nous avons fait une enquête, notamment autour du parc Mafakassa-Fazao, où on a encore beaucoup de bois. Et quels en sont les résultats? Les résultats, c'est qu'il y a beaucoup de corruption sur le terrain. Les agents forestiers qui sont censés protéger ces espèces en font un objet, un fonds de commerce. Donc, il y a beaucoup d'autorisations illégales qu'on donne sur le terrain de coupe. Les gens coupent le bois sans autorisation. Alors que d'après le code forestier, pour couper le bois, il faut une autorisation. Deuxième chose que nous avons remarqué sur le terrain, c'est que les gens n'ont pas d'autorisation de coupe. Ils ont coupé, mais ils ont l'autorisation pour transporter le bois. Comment quelqu'un qui n'a pas l'autorisation pour couper a l'autorisation pour transporter? Nous avons remarqué aussi d'autres anomalies, comme les gens ont reçu l'autorisation de couper 10 pieds de bois et font 4 conteneurs de bois. Donc ils ont reçu une autorisation signée du ministre de l'Environnement pour couper 10 bois, 10 pieds. Ces gens-là vont couper 5 gros camions de bois. Et ils ont l'autorisation pour transporter, alors que l'autorisation pour couper ces 10 pieds, mais ils vont transporter par exemple 10 camions pour sortir. Comment cela est possible? Pour vous, il n'y a pas de suivi entre l'autorisation et l'exécution? Oui, nous avons beaucoup de problèmes. Et je vais être franc. D'abord, les autorisations de coupe de bois qu'on donne sont trop. Le Togo n'est pas un grand pays forestier. Si on donne par exemple dans un seul mois 20 autorisations de coupe, ces bois-là viennent d'où? On va détruire tout le système forestier du Togo. Parce qu'on n'a pas... Est-ce que vous avez une idée des autorisations qui sont données? Oui, non. Sur le terrain, comme je l'ai dit, on a fait des enquêtes. Et dans un seul mois d'août, on a une quinzaine d'autorisations données de coupe. Le Togo n'est pas un pays forestier pour qu'on donne autant d'autorisations. Le deuxième problème que nous avons, comme je vous ai dit, c'est le fait que on donne par exemple une autorisation pour couper 10 bois et on donne par exemple 2 semaines à la personne. Les bois, on les coupe avec une machine. Si on rentre dans la forêt, on peut couper ces bois-là en 30 minutes. Pourquoi on les donne 2 semaines? Parce que 2 semaines pour vous, c'est trop? Je vais vous dire pourquoi c'est trop. Parce que nous, comme nous sommes allés sur le terrain pour collecter les données, nous voyons que des gens ont l'autorisation pour couper 10 pieds, on les donne 2 semaines. Qu'est-ce qu'ils font? Avec la même autorisation, ils font plusieurs conteneurs de bois. Ils font 7 conteneurs de bois parce qu'ils ont 2 semaines. Ils retournent pour couper avec la complicité des forestiers. Ils continuent et ils massacrent. Si vous allez sur le terrain, le massacre est important. C'est un massacre parce que chaque écosystème a une fonction dans la nature. Si vous prenez les arbres, ça a une fonction bien donnée. Les feuilles des arbres tombent, ça enrichit le sol. D'autres espèces naissent à cause de ça. Quand il va pleuvoir, compte tenu de l'enrichissement du sol, il y a d'autres écosystèmes qui vont naître de cela. L'arbre a une fonction, a plusieurs autres fonctions écologiques, telles que la carbonisation. Et vous savez, aujourd'hui, à cause des changements climatiques, c'est dû à quoi? À la désertification. Et si rien n'est fait avec tout ce qui se passe en matière de bois, je pense que les politiques que nous avons ont pratiquement échoué. Vous avez dit, M. Ebé, à l'instant que vous étiez en collaboration étroite avec le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières. Après cette enquête, est-ce que vous avez tiré la sonnette d'alarme au niveau de ce ministère? Justement que nous sommes en train de finaliser le rapport et que j'ai des choses à souhaiterais discuter directement avec monsieur le ministre. Parce que d'ailleurs, nous avons vu des autorisations qui sont sur le terrain et nous pensons que ces autorisations ont été falsifiées parce que la signature du ministère là, mais vous voyez des signatures qui sont comme des signatures d'imitation, qui ne sont pas des signatures originales. Il va falloir qu'on présente tout ça à monsieur le ministre pour voir si c'est vraiment lui qui a signé
ces autorisations de coupe et de transport. Donc, il faut discuter de tout ça avec le ministre. Nous avons travaillé bientôt, il y a 2 semaines, avec les agents de la gendarmerie au plan local à Sokodé, et nous avons arrêté quelques criminels qui ont coupé des bois sans autorisation, donc remplis. Si vous allez, c'est des centaines de madriers qui ont été coupés sans autorisation. Donc 3 personnes coupées en prison actuellement. Il y avait un cas qu'on devait arrêter, mais disons que les autorités locales du ministère de des Ressources forestières ont fait échouer l'affaire. Donc rapidement, c'est des gens qui ont coupé le bois sans autorisation et nous étions en enquête avec la gendarmerie pour les arrêter. Mais rapidement, on a été surpris qu'il y a des amendes forfaitaires qui ont été affligées et que la peine et que l'infraction a été classée. On coupe, monsieur Ebé, c'est vrai, comme vous le dites. En contrepartie, chaque année, il y a des opérations de reboisement. Ce n'est pas suffisant? Bon, je suis décidé à être franc aujourd'hui parce que je suis juriste de l'environnement et ma contribution en tant que juriste de l'environnement, c'est que les choses marchent dans mon pays. Les programmes de reboisement n'ont pas donné les résultats escomptés. Parce qu'en réalité, on fait beaucoup de messages à la télé où on voit les gens reboiser. On reboise à peine 1000 pieds. On reboise à peine 1000 pieds par an. On reboise, mais on n'entretient pas. On fait beaucoup, on montre beaucoup de choses. On voit les gens, bien sûr, planter. Mais est-ce qu'il y a un suivi? Est-ce qu'on arrose? Est-ce que les plants sont protégés? En fin d'année, combien ont réussi? Combien sont protégés? Ça, c'est un autre truc. Donc, il faut faire l'évaluation. Mais quand vous lisez les documents de la FAO, il y a au moins 15 000 hectares. On reboise 1000 hectares par an, mais il y a 15 000 hectares de forêt qui disparaissent chaque année au Togo. 15 000 hectares disparaissent et on reboise 1000 hectares. Vous voyez la différence est très grande. Il y a 14 000 hectares qui partent chaque année. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment réfléchir pour voir si ces programmes de reboisement qu'on fait les 1er juin là, si c'est ça qu'il faut faire, ou bien il faut faire autre chose pour protéger, n'est-ce pas, le couvert végétal du Togo. Oui, ça fait plus d'une vingtaine d'années que ce programme de reboisement chaque 1er juin a été instauré. Depuis lors, vous n'y voyez pas vraiment des avancées? Ça n'a aucun impact sur l'environnement? Non, je ne peux pas dire que ça n'a pas d'impact. Il y a des impacts. Mais ce n'est pas suffisant selon vous. Mais ce n'est pas moi qui le dis. Moi, je vous donne les chiffres de la FAO. Les gens évaluent. Vous reboisez 1000 hectares, mais on détruit 15 000 hectares. Ça veut dire que le reboisement là, ça n'atteint pas le 1/10 de ce qu'il faut. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça le problème. Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à l'ampleur du problème? Je pense que le problème au niveau du bois, c'est un déficit d'application. Et je pense que les autorités togolaises, je sais que peut-être que les ministres ne connaissent pas l'ampleur. C'est vrai qu'il y a un ministre qui a arrêté un grand responsable du ministère qui était impliqué dans le trafic, il a été emprisonné. Mais je pense qu'il faut laver le linge sale à la maison. Et je vais être franc, il faut laver le linge sale. Au niveau du ministère de l'Environnement, il faut laver le linge sale. Il faut dénicher l'ensemble de ces gens qui sont impliqués dans le trafic du bois. Parce que sinon, tout le couvert végétal du Togo sera détruit et le Togo aura des problèmes sérieux à l'avenir. Tel que je vous le dis aujourd'hui, vous voyez la rareté des pluies. Les pluies sont l'irrégularité des pluies. Et quand on parle d'irrégularité des pluies, vous voyez les impacts sur la population. Les cultures saisonnières, les gens attendent, il ne pleut pas. Vous regardez à Lomé, dans la région maritime. Est-ce qu'il y a encore la grande saison privée, la grande saison, la petite saison privée, tout ça? Ça n'existe plus. Avant, l'ensemble des cultures qui étaient liées à ces saisons-là, on en fait quoi? Les populations n'ont plus rien à faire. C'est la conséquence de ce déboisement. C'est la conséquence des déboisements. C'est clair. Donc on doit attaquer le problème du trafic illicite du bois. Comme on a attaqué celui du trafic illicite de l'ivoire, nous on attend vraiment du gouvernement des engagements très fermes par rapport au trafic du bois pour dénicher les gros trafiquants. Nous avons... à ce niveau, l'arsenal juridique
ne vous semble pas vraiment... Non, l'arsenal juridique, il est très faible aussi. Si vous prenez également les peines qui sont prévues, c'est très faible. Quelqu'un, par exemple, je vous donne un exemple de l'article 110 du Code forestier. Quelqu'un qui rentre dans un domaine forestier national, qui coupe, par exemple, une quantité importante du bois, la personne, par exemple, a 5 mois à 2 ans d'emprisonnement, c'est bon, et la personne va payer entre 500 000 à 1 million de francs CFA. Alors que un gros conteneur de bois va coûter 7 millions. Vous multipliez, par exemple, si la personne a coupé 5 conteneurs, fois 7 millions, ça fait combien? Ça fait 35 millions. Mais la personne va payer 1 million d'amende. Donc, si vous voyez l'arsenal qui existe, les peines qui sont prévues, on voit que ça ne peut pas résoudre l'ampleur du problème. Donc, il va falloir également faire un travail au niveau du ministère de l'Environnement pour réviser vraiment le code forestier par rapport à l'ensemble de ces questions. À quoi sert ce bois coupé? Est-ce que c'est pour la consommation locale ou il est exporté? Le bois est exporté. Le bois est exporté. Il y a des conteneurs de bois qui quittent, c'est exporté. Ensuite, le plus souvent c'est exporté, mais il y a aussi une partie qui sert à la consommation au plan national. Mais il y a des sociétés, de Libanais qui sont... Vous avez des chiffres sur le flux de ces exportations? Non, en matière du bois, nous venons de commencer le projet il y a 1 mois. Donc on n'a pas encore collecté pour voir quelle est l'ampleur du bois qui sort du Togo chaque année. Mais nous avons déjà pu repérer les sociétés exportatrices, etc. À travers les autorisations que nous avons, nous voyons la plupart de ces sociétés qui viennent chaque temps pour demander les autorisations de coupe. Je pense que ce que le ministère de l'Environnement doit faire, c'est vraiment, le ministre doit être vigilant. Savoir que dans une maison, il peut toujours avoir des brebis galeux. Il peut avoir des gens qui sont là pour alimenter ce trafic en appuyant les autorisations de coupe. Donc le ministre lui-même doit être très vigilant et s'assurer que il donne des autorisations de coupe en connaissance de cause. Ensuite, parce que le plus souvent, il était, avant de donner une autorisation de coupe, on est censé voir, bon, on donne l'autorisation de 5 pieds, on fait des reboisements, on fait des prélèvements pour que ça ne détruise pas d'autres arbres, etc. Mais l'ensemble de ces mesures ne sont pas prises, on donne des autorisations. Ensuite, on ne peut pas donner des autorisations pour couper dans le parc national. On ne peut pas couper le bois dans un parc national. Sinon, pourquoi on a créé un parc? Et aujourd'hui, si vous voyez les flux qui sortent des bois, qui sortent du parc national, ça veut dire qu'on va détruire aussi ce parc. Je pense que le Togo ne peut pas être un produit exportateur de bois. Première chose. Deuxième chose, la consommation locale, peut-être on peut s'arranger pour avoir la consommation locale, mais si on a un déficit, il faut exporter. Parce que nous ne sommes pas un pays vraiment forestier pour répondre à toutes les demandes et encore exporter des grandes quantités. Est-ce que la situation du Togo est différente de celle d'autres pays? Non, c'est pas différent. Comme je vous dis, on travaille en réseau. Le problème est très développé au Gabon. Et au Cameroun. Au Gabon, c'est un pays forestier. C'est un grand pays forestier, mais il y a beaucoup de trafic où les agents chaque jour, il y a un agent forestier qui est arrêté, ou bien c'est un agent du ministère de l'Environnement qui est arrêté au Gabon pour trafic, etc. C'est très développé parce que c'est comme l'ivoire. Le bois aussi, ça coûte cher. Le bois, ça coûte cher. Donc, certains préfèrent, donc, n'est-ce pas, leur propre poche, que de faire le travail qui leur est. Comment pouvez-vous énumérer les défis qui restent encore à relever dans ce domaine? D'abord, réviser la réglementation. En matière vraiment de flore aussi, il faut réviser la réglementation. Ensuite, il faut vraiment lutter contre les brebis galeux. Je pense que le premier responsable du ministère de l'Environnement doit faire un travail de sensibilisation. Les forestiers qui sont là dans les parcs, qui sont là dans ces réserves, travaillent la plupart, beaucoup, nous avons des enquêtes où les gens font des allégations enregistrées. Quand vous entendez, ils vous disent non, écoutez, venez me voir, même si vous voulez 5 camions de bois, venez me voir, par camion, je prends 100 000 et je peux vous livrer la quantité que vous voulez. C'est-à-dire, c'est du n'importe quoi. Donc, je pense que le ministre a un travail de sensibilisation à faire. Et ensuite,
le ministre doit mettre en place lui-même un système pour lui permettre de s'assurer que les gens font leur travail. Au niveau régional, les autorités qui ont en charge des ressources forestières au niveau régional, au niveau préfectoral, est-ce que ces gens font leur travail ou bien ils se livrent au trafic? Est-ce que les agents forestiers se livrent au trafic? Je pense que tout ça là doit être, le ministre doit connaître l'ampleur des problèmes et s'assurer qu'il a institué un système qui lui permet de se renseigner et de travailler avec le ministère de la Sécurité. Je pense qu'aujourd'hui, le ministère de l'Environnement doit travailler avec le ministère de la Sécurité pour faire des enquêtes et dénicher l'ensemble de ces gens-là au niveau central à Lomé et au niveau des régions là où nous avons les bois. Tous ceux-là qui sont impliqués dans les trafics, je pense qu'on devait pouvoir les mettre hors d'état de nuire. Et ça, c'est du côté répressif. Et au niveau du programme de reboisement, qu'est-ce qui peut être fait à ce niveau? Bon, oui, je pense qu'il y a déjà des programmes de reboisement qui sont faits. Mais ces reboisements-là, il va falloir qu'on fasse on implique la communauté. Je sais que le ministère implique les communautés, mais il va falloir vraiment impliquer les communautés dans les systèmes de reboisement pour qu'il y ait un suivi, pour qu'après tout, on puisse faire encercler autour des forêts qu'on a, pour qu'il n'y ait pas de feux de brouille qui viennent détruire. Il faut entretenir les plants jusqu'à grandir et il faut s'assurer que les gens ne viennent pas détruire cela parce que qu'est-ce qu'on voit aussi? Les gens plantent les tecs qui ne font même pas encore 25 ans, on vient couper les jeunes plants et voilà, on met sur le marché. Donc je pense qu'il va falloir un système comme on gère les parcs, il faut gérer ces forêts-là comme en collaboration avec les communautés. Mettre des comités de gestion incluant à la fois la communauté locale et des agents forestiers qui vont faire la veille, qui vont faire la surveillance, qui vont faire le suivi. Et il va falloir des systèmes où ces forêts-là, il va falloir savoir à qui ça appartient. Je vais être clair. Supposons que vous prenez 50 hectares dans une région et vous avez planté des tecs. Ces tecs appartiennent à qui? À l'État? Il ne faut pas que ça appartienne totalement à l'État. Il va falloir instituer un système de management où on donne des ristournes aux communautés. Donc les communautés vont travailler avec le gouvernement pour protéger les espèces qui ont été plantées et les communautés savent qu'à la coupe, par exemple, nous avons un pourcentage sur un pied qui est coupé et que cette ristourne-là va permettre à développer le village. Là, les gens vont s'intéresser et les gens vont travailler pour les protéger. Et si vous voyez dans la plupart des pays où ces programmes ont réussi, c'est grâce aux communautés qui sont vraiment impliquées. Donc la méthode participative, c'est une méthode de gestion et de gouvernance environnementale. Mais cette méthode n'est pas vraiment mise en œuvre au niveau du Togo. Je pense que nous devons aboutir là. Le Togo a-t-il suffisamment de moyens pour mettre en œuvre tous ces programmes dont vous parlez, M. Ebé? Écoutez, messieurs, est-ce que le Togo veut que dans peu de temps, il n'y ait plus de pluie, que les paysans ne puissent pas cultiver? Nous avons des programmes pour appuyer les paysans pour cultiver. Si les aléas de la nature, nous avons le Puniaza, le Paza et les autres, si maintenant il n'y a pas de pluie, s'il n'y a pas de pluie, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tous les investissements qu'on est en train de mettre là, ça va réussir? Il y a un facteur, la protection des forêts a un lien direct avec l'agriculture et les changements climatiques. Donc si nous voulons, le Togo ne peut pas développer son agriculture sans promouvoir les forêts, sans conserver les forêts. Et je pense que cela doit constituer une priorité pour le gouvernement si on veut développer l'agriculture et promouvoir le développement durable du Togo. Merci, Monsieur Fabrice Kodjo Ebé. Vous êtes juriste de l'environnement et directeur exécutif de l'Alliance nationale des consommateurs et de l'environnement. Merci d'être passé sur ce plateau. Point sur I consacré au trafic illicite des espèces de faune et de la flore est arrivé à son terme. Merci à vous qui nous avez suivis. À dimanche prochain.